Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce premier épisode de l'Hebdo des marchés pour 2025. On vous souhaite une très bonne année déjà pour commencer. Et je suis avec Marc Toiti pour démarrer l'année, bien sûr. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous. Et évidemment, je vous souhaite une excellente année 2025, pleine de santé, de bonne santé bien sûr, de bonheur, de réussite avec Itoro évidemment. Et une année qui va être particulièrement volatile et chargée. Donc on sera là évidemment pour vous aider. Alors, on va démarrer eh bien, cette année sur les perspectives 2025 dans le monde en général. Donc Marc, tu as relevé plutôt finalement une croissance qui serait assez positive. Bah oui, complètement, hein. On me reproche parfois d'être pessimiste. Moi, je suis jamais pessimiste, hein. Je suis optimiste, mais simplement réaliste. Et là, on va commencer justement avec une bonne Ouais. nouvelle. C'est que au niveau mondial, la croissance finalement reste bonne. On sera autour des 3% cette année. Donc, petite nouveauté pour 2025, on monte maintenant des slides. Donc, vous allez en Voilà. voir un tout de suite. Donc là, on voit effectivement l'indicateur des directeurs d'achat, monde, c'est-à-dire l'ensemble des pays de la planète qui font des enquêtes des directeurs d'achat avec donc l'indice composite, ça veut dire tout secteur confondu. Et donc, il y a une petite amélioration sur le mois de décembre. On est donc à 52,6 après 52,4. Donc, ça dresse un panorama, on le voit, hein, on est en termes de croissance mondiale. On se maintient autour des 3% de croissance mondiale. Donc, c'est plutôt évidemment une bonne nouvelle. Donc, sachant que, bien entendu, sur longue période, la croissance mondiale, c'est 3,5%. Donc là, c'est un petit peu moins élevé, mais c'est quand même globalement une croissance qui se maintient sur un niveau appréciable, à peu près le même niveau qu'en 2024. On était à 3,2, là on est autour des 3, on fera peut-être dans le meilleur des cas 3,2, mais donc ça reste une bonne performance. Le problème, c'est que quand on regarde le détail évidemment de ces chiffres, eh bien c'est particulièrement disparate, avec malheureusement la France qui est la lanterne rouge de l'économie mondiale. Et donc là, je vous ai fait un petit bilan de mes nouvelles prévisions qui viennent de sortir. Donc vous les avez en exclusivité, donc voilà, pour 2025. Alors, il y a toujours les mêmes locomotives. D'abord, évidemment, l'Inde, une croissance toujours forte en Inde, 8%, donc ça reste très positif. Ensuite, deuxième locomotive, donc la Chine, une croissance entre 4,5 et 5%. Donc pour la Chine, c'est quand même décevant, hein, sachant que pour permettre d'améliorer le niveau de vie des Chinois au sens macroéconomique, il faudrait une croissance de 6%. Là, on est seulement entre 4,5 et 5, vous voyez, à 4,6. On a vu d'ailleurs les derniers indicateurs des directeurs d'achat qui ont un petit peu baissé, et qui montrent justement que le plan de relance, bon, eh ben, il a déjà fait long feu. Ça a un petit peu servi en fin d'année dernière, mais là déjà c'est en train de ralentir. Donc la Chine n'est plus la locomotive d'antan. Donc elle a toujours à régler son problème de crise immobilière, son problème de vieillissement de la population, et parallèlement donc une industrie qui est toujours à la peine avec quand même un ralentissement mondial. Et donc la Chine va devoir faire des efforts structurels, donc ce qui va limiter sa croissance. Elle a perdu des parts de marché au profit de l'Inde, qu'elle n'a toujours pas retrouvé, et donc elle fait aujourd'hui du dumping, dumping par les prix. Donc, ce qui devrait lui permettre d'améliorer un petit peu son commerce extérieur. On le voit d'un point de vue du commerce extérieur, les chiffres sont plutôt bons sur la Chine, mais ce n'est pas non plus l'euphorie au niveau de la macroéconomie, au niveau notamment de la consommation, qui reste toujours très fragile. Donc, la Chine, malheureusement, qui connaît bien sûr une croissance pour nous, 5%, ce serait formidable, mais pour la Chine, ça reste une performance plutôt tiède, va-t-on dire. Ensuite, on a l'économie américaine, 3% donc de croissance, la troisième locomotive. Ça reste bon pour les États-Unis, avec là aussi des indicateurs avancés, notamment dans les services qui sont très très bons, et donc qui montrent qu'on a une croissance qui va se maintenir autour des 3%. Petit bémol, l'inflation qui reste néanmoins élevée, même qui a remonté ces derniers mois, ça va continuer en début d'année. Donc, ce qui veut dire que, attention, la Réserve fédérale américaine ne pourra pas baisser trop fortement les taux d'intérêt, peut-être une fois, voire deux maximum. Donc, ce qui va là aussi limiter la dynamique de croissance. Mais bon, 3%, c'est déjà pas mal. À noter également, on va en parler tout à l'heure, l'euro-dollar, évidemment, le dollar a resté assez élevé. Si je continue sur les prévisions de croissance, alors on a ensuite la Russie 2,5, la Suisse 2%, le Canada 1%, donc là qui a été marqué par la démission de M. Mm. Trudeau. Là, évidemment, le Canada en une période un petit peu troublée. La crise politique durait déjà depuis quelques mois. Donc là, une croissance plutôt molle au Canada. Royaume-Uni 1,3%, c'est un petit peu décevant aussi pour le Royaume-Uni parce qu'on a également une augmentation des impôts.
impôt pour 2025. Donc attention, ce ne sera pas une croissance formidable. Et évidemment, malheureusement, il y a pire. Le Japon, seulement 0,8%. Et puis surtout, nous dans la zone euro, on voit ici 0,7% de croissance. Et la France, seulement 0,5% de croissance pour 2025. Ça reste donc évidemment extrêmement décevant avec le retour de la récession, une baisse du PIB au quatrième trimestre 2024, baisse également au premier trimestre 2025. Donc, ce qui veut dire que la récession est de retour en France, également donc dans la zone euro qui souffre également. Donc, ce qui veut dire que ça sera une année compliquée pour 2025 pour l'ensemble de la zone euro et en particulier malheureusement la France. Alors justement, donc ça, finalement, au global, ça nous fait une croissance mondiale donc, qui est Voilà, de estimée à 3%. 3% Tout à fait. Ça, ce sont au mes prévisions, global. bien entendu. Voilà. Alors bon, on Ce peut... qui est quand même correct finalement tout à par fait. rapport à 2024. Non, 2024, on était au même niveau. Au niveau mondial, on Voilà. était à 3, 3,2. Donc là, on reste sur le même niveau de croissance mondiale. Mais on voit que malheureusement, donc, les moteurs restent à peu près les mêmes, États-Unis, Inde, Chine. Et puis on a surtout voilà, les lanternes rouges, en l'occurrence la zone euro. C'est un petit peu comme en 2024, sauf que la zone euro et la France en particulier baissent en termes de croissance Mm. par rapport à 2024. Par contre, les États-Unis, c'est un peu mieux. Mm. L'Inde, c'est à peu près la même chose, voire légèrement mieux. Et la Chine, Ouais. c'est également à peu près la même chose. Oui, on l'a vu d'ailleurs aux États-Unis cette semaine, les PMI dans les services qui est sorti au plus haut, j'ai vu depuis Tout à fait. février 2023, donc Tout à fait. Tout vraiment à une fait. très bonne stat pour les États-Unis. Alors justement, on va parler d'un pays qui nous concerne, bien évidemment, la France. En France, c'est pas du tout la même chose, c'est même pire qu'en 2024. Voilà, exactement. Donc voilà mes prévisions de 2025. Alors bon, je suis désolé, encore une fois, Mm. j'aimerais donner des bonnes nouvelles, mais je me dois de vous dire la vérité. Et c'est très très mal engagé cette année 2025. On est toujours dans une crise politique, comme vous le savez, et surtout, bien, on a les indicateurs avancés. Ce matin, on a encore eu l'indicateur de confiance des ménages qui baisse fortement, les perspectives de chômage qui flambent également. On serait peut-être à plus de 9% de taux de chômage. Donc voilà le bilan de mes prévisions un petit peu pour 2025 sur la France. Donc, on voit en termes de croissance, c'est vrai qu'en 2024, on a eu l'apport un peu légèrement positif des JO. Ça va quand même nous permettre d'avoir une croissance de 1,1% en 2024. Mais, comme je l'ai évoqué, on a une baisse du PIB dès le quatrième trimestre. Et donc, sur Mm. l'ensemble de l'année 2025, seulement 0,5% de croissance. Sur l'inflation, ça reste à peu près au même niveau que l'année dernière, autour des 1,7-2% d'inflation. Le vrai drame, c'est le taux de chômage. C'est-à-dire que là, on a eu les Une grosse chiffres hier. augmentation là, oui. Mm. Voilà, hier les chiffres donc d'Eurostat sur le mois de novembre, on est à 7,7%, donc 7,8% pour la fin d'année. Et pour la fin d'année 2025, on sera à 9% de taux de chômage de catégorie A. Ça veut dire évidemment les chômeurs qui n'ont pas du tout travaillé, ceux qui font preuve d'une recherche active d'emploi et ceux qui sont immédiatement disponibles. Mais si on regarde le taux de chômage global, là on serait peut-être à 17-18% de taux de chômage, donc c'est évidemment particulièrement dramatique. Encore plus grave, le taux de chômage des moins de 25 ans, donc on est à 21%, donc en fin 2024, on pourrait monter à 23, voire 23,5% pour la fin 2025. Ça, c'est vraiment dramatique. Et d'ailleurs, ce matin, comme je l'évoquais, le chiffre de confiance des ménages, vous savez, dans l'enquête de l'INSEE, donc c'est tout à fait officiel, auprès des ménages, les ménages répondent à une question, quelles sont vos perspectives de chômage? Eh bien, ces perspectives ont flambé. On pourrait même, selon eux, selon les ménages interrogés par l'INSEE, atteindre 9,5% de taux de chômage en 2025. Je ne sais Mm. pas si tu te rends compte, c'est quand même Oui, oui, particulièrement inquiétant. Et c'est vrai que ce n'est que la conséquence logique du fort ralentissement, de la baisse du PIB et surtout des défaillances d'entreprises qui ont atteint des sommets historiques en 2024. Et malheureusement, ça va continuer. Donc voilà pourquoi le chômage augmente. Finalement, Et on donc, revient sur des niveaux, excuse-moi, je te coupe, sur des oui, niveaux d'il y a une quinzaine d'années. Le chômage est qui avoisinait les 10%. tout à fait. Ah bah, En 15 ans. fait, on a eu, Hmm. on a eu une embellie, entre guillemets, Voilà. à partir de 2015, principalement, liée notamment à la planche à billets de la BCE qui a commencé en Hmm. 2015 et qui s'est renforcée évidemment pendant le coronavirus. Donc, on était un petit peu aveuglé par cette planche à billets. Là, on retrouve la vérité des chiffres, j'ai Voilà. envie de dire. Et encore une fois, c'est le catégorie A, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chômeurs, entre guillemets, qu'on ne voit pas dans les statistiques parce qu'ils font une formation ou alors qu'ils ont travaillé un petit peu, etc. Mais néanmoins, c'est quand même très, très inquiétant. Je pense que ça, c'est vraiment la clé de 2025, c'est le fait que le chômage augmente fortement. Et encore une fois, c'est tout à fait logique. C'est parce qu'il y a eu tellement de défaillances d'entreprises. Une fois que les entreprises disparaissent, bah voilà, il n'y a plus d'emploi derrière. Donc, il y a du chômage qui augmente. C'est ça le vrai danger. Et donc, ce qui veut dire que
vous savez que là, on est encore sur un nouveau budget de 2025 pour la France, parce que le précédent n'a pas été validé, et ça a même fait une motion de censure qui a fait tomber le gouvernement Barnier. Et là, il y a un nouveau budget, c'est quasiment le même, hein, a priori, que celui de Barnier, sauf que on va un petit peu plus augmenter les impôts, a priori, et donc ce qui va évidemment casser l'activité économique. Mais clairement, le budget, il est déjà caduc, puisque il tape sur une croissance entre 1 et 1,5, alors qu'on sera, comme on le voit ici, autour des 0,5%. Donc, ce qui veut dire que, selon moi, cette année, on va faire, dans le meilleur des cas, 6,5% de déficit public, ce qui est à dire le même niveau qu'en 2024. Donc, ça reste dramatique. Je sais, le gouvernement, vous allez voir, il va annoncer autour des 5,5, mais c'est comme Bruno Le Maire a annoncé l'année dernière, 5%, et on a fait 6,5 en 2024. Ouais. Donc, conséquence logique de ce déficit public, la dette publique va encore augmenter. On va atteindre les 120% du PIB fin 2025. Vous voyez le chiffre, 3600 milliards d'euros. Voilà la dette publique française. Ça Mm. fait peur, hein, ça fait froid dans le dos. Oui. Et encore, c'est sans compter le hors-bilan, c'est-à-dire le paiement des retraites des fonctionnaires, notamment. Sinon, on monte à 6500 milliards d'euros de dette publique. Et donc, conséquence logique de cela, ben, on est en train de vivre, au moment où nous faisons cette interview, les taux d'intérêt des obligations Voilà. d'État continuent de flamber. Vous voyez, hein, Mm. on est à quasiment 3,4%. Là, c'est le chiffre d'hier, on était déjà à 3,3%. Là, on est à quasiment 3,4% au moment où je vous parle. Et on a un spread, un écart de taux avec l'Allemagne de 90 points de base, hein, quasiment un point. Écart de taux avec le Portugal, 40 points de base, avec l'Espagne, 20 points de base, et avec la Grèce, 10 points de base. Ouais, c'est bien, Mm. c'est énorme, hein. C'est-à-dire que Mm. il y a quelques semaines, on en avait parlé avant les vacances. Je dis ça Mm. y est, le taux français dépasse le taux grec. Certains me disaient non, mais ça va pas durer, c'est un épiphénomène. Eh ben Mm. non, non seulement ça dure, mais ça s'aggrave. Donc, Mm. ce qui veut bien dire, ça montre l'ampleur des dégâts. Tout à l'heure, il y avait des rumeurs d'une dégradation de la note de la France par Fitch Mm. imminente. On va voir, peut-être ce week-end, peut-être dans quelques semaines. Donc, on pourrait tomber à simple A, ce qui fera évidemment encore augmenter les taux d'intérêt. Je vous rappelle que cette année, donc en 2025, l'État français va émettre 340 milliards d'euros de nouvelles dettes publiques. Alors même s'il va en racheter pour à peu près 40 milliards, ça veut dire qu'il y aura quand même 300 milliards de nouvelles dettes nettes, donc à financer en 2025. Mm. Sauf que si on n'est plus double A, évidemment, beaucoup d'investisseurs, notamment étrangers, vont avoir du mal à acheter cette dette. Vous savez qu'il y a 55% de notre dette qui est détenue par des non-résidents. Si on n'est plus double A, évidemment, eh bien, ils ne vont pas vouloir acheter cette dette, ou alors ils vont être plus parcimonieux, et donc les taux d'intérêt vont encore augmenter. Et si les taux d'intérêt augmentent, c'est le cercle pernicieux. Ça veut dire que Oui. ça va casser l'activité Ouais. économique, casser l'investissement, casser la consommation, donc plus de chômage, plus de Mm. déficit, plus de dettes. Tu vois, donc là, ça devient extrêmement dangereux. Mais encore une fois, malheureusement, ce n'est que la conséquence des erreurs, hein, de nos dirigeants ces dernières années. Ça fait longtemps que ça dure, mais ça s'est aggravé ces dernières années. Et comme là, il n'y a toujours pas de budget, il y en aura un certainement, hein, pour éviter la motion de censure. On voit que le nouveau Premier ministre, M. Bayrou, essaye de faire en sorte qu'on trouve des accords. Alors, on fait plaisir à Pierre, on fait plaisir à Jacques, à Paul, etc. Sauf que quand on veut faire plaisir à tout le monde, on fait plaisir à personne, en fait, hein. Donc, Mm. c'est malheureusement ce qui risque de nous arriver. Et donc, les taux d'intérêt vont encore augmenter. Et c'est évidemment bien Ouais. triste. Et surtout, c'est en train de générer une crise au sein de la zone euro, d'où le dernier graphique de cette vidéo, c'est-à-dire la baisse de l'euro. Au moment Mm. où je vous parle, on est à 1,03 $ pour un euro. Donc, vous voyez, on se dirige, hein. Si tu te souviens, hein, Antoine, il y a un an, j'avais annoncé qu'on serait entre 1 et 1,05. On est Mm. en plein dedans. Et donc, évidemment, on va avoir cet euro qui va Ouais. certainement atteindre la La parité avec le parité, d'ailleurs, dollar on dans l'avait les dit, prochaines semaines. oui, oui, on l'avait annoncé d'ailleurs lors du dernier webinaire, hein, qu'on avait enregistré Tout à fait. fin décembre, où on avait annoncé que la parité était tout proche. Et là, évidemment, on a même coté 1,0250, hein, donc on est Tout à fait. vraiment Tout à fait. plus très loin. C'est quasi certitude qu'on va toucher la parité courant de l'année. C'est vrai que pour revenir sur les taux d'intérêt, on voit qu'on a une hausse des taux d'intérêt en France, mais pas que d'ailleurs, aux États-Unis Oui, aussi. bien sûr. On voit qu'aux États-Unis, le taux à 10 ans est revenu sur des niveaux du mois de mai. On est à 4,70, hein, sur le 10 ans américain. Ce qui fait que justement, sur les marchés financiers, on a un début d'année que je trouve très volatile, vraiment encore plus volatile. Alors déjà, 2024, c'est volatile, mais là, on a une volatilité en intraday sur les marchés qui est très forte. Voilà, donc c'est pas bon signe en général, hein. Quand on a de la Bah, oui, volatilité comme ça, c'est pas bon signe pour la suite. Voilà.
C'est clair Mais que par habitude, hein, le début de l'année est souvent l'image, je dirais, de l'ensemble de l'année. Donc on voit cette mm, volatilité extrême sur les marchés boursiers. Ça va évidemment, je dirais, continuer, sachant qu'on a quand même, si on reprend le cas américain, comme le cas dans la zone euro, on n'en a pas parlé là, mais on a eu hier les chiffres de l'inflation de la zone euro qui augmente. On est à 2,4% donc, pour l'inflation globale, mm, 2,7% hors énergie et produits alimentaires. Donc ça montre bien, attention, l'inflation est toujours là. Et mm, outre-Atlantique également, l'inflation augmente, ce qui veut dire que la Réserve fédérale, en plus comme il y a une bonne croissance, ne pourra pas baisser les taux d'intérêt. Donc là, il y a eu beaucoup d'espoir un petit peu excessif de la part des marchés. Donc ce qui veut dire que, attention, il faut se préparer à une phase de, je dirais, de pause. Après l'euphorie, on va dire, mm, des marchés boursiers l'année dernière. oui. Alors c'est vrai d'ailleurs, bon, pour ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube, j'ai fait, comme tous les ans, je fais le bilan de mes prévisions. Ça fait 25 ans, 27 ans exactement que je fais ça. Donc, je suis le seul à le faire en France, hein. Je fais le bilan de mes prévisions. Donc, à dire, voilà, il y a un an, on avait dit ça. Là, on a eu Mm, raison, on a eu tort. Et donc, l'année dernière, pour la troisième année consécutive, j'ai le plaisir de vous annoncer que mon équipe et moi, on a fait seulement une erreur de prévision sur toutes les prévisions qu'on a faites. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs sur les marchés boursiers américains. On n'avait pas vu cette flambée de 23% des marchés américains. mm, Par contre, comme tu le sais bien, la seule grande bourse occidentale qui a baissé, c'est la bourse de Paris, c'est le CAC mm, 40 l'année dernière. Là, donc pour le début d'année, pour l'instant, on essaye de s'accrocher à la oui. positivité, mais ça ne va Mm, pas tarder. Là, on baissait tout à l'heure de plus de 1%, ce qui veut bien dire que, attention, il faut être très très prudent. Et ça, c'est quand même un signe. C'est-à-dire que habituellement, les marchés, ouais. évidemment, regardent plus les profits que le pays en question. Donc, comme 80% des profits des entreprises du CAC 40 sont faits à l'étranger, normalement, ce qui se passe en France n'a que peu d'impact sur le CAC 40, sauf que là, ça a de l'impact parce que justement, les investisseurs se Ah, disent, oula, il y a un risque France. Et donc, ils sous-pondèrent la France dans leur choix d'investissement sur les marchés boursiers. Et donc, ce qui veut dire que malheureusement, pour 2025, il y aura également, je pense, ouais. une performance négative du CAC 40, peut-être légèrement positive sur les marchés boursiers américains. On Alors suivra ça justement, évidemment, mais surtout une très forte volatilité. Donc, il faudra rester extrêmement prudent. oui, oui. Justement, c'est intéressant de regarder aussi les prévisions des grandes maisons de gestion aux États-Unis, les grandes banques américaines, sur le S&P 500. Sur les 22 prévisions, il n'y a aucune qui prévoit un S&P 500 en baisse pour 2025. Ouais. Donc, quand tout le monde est un peu dans le même sens, il Ouais, c'est faut aussi toujours se méfier. dangereux. C'est C'est toujours toujours dangereux. dangereux. C'est toujours moins dangereux. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, toi, tu es plutôt légèrement positif quand même sur les marchés américains. Oui, alors ça va Mm. dépendre, il faut être honnête, ça va beaucoup Oui, dépendre du politique, ça va beaucoup oui. dépendre des mesures que va prendre Donald Trump, parce que pour l'instant, il a annoncé des mesures. Après, on va voir que ce qu'il va faire effectivement donc dans les faits. Il faut savoir que les États-Unis sont quand même hyper endettés, donc ils ont besoin d'une croissance forte, donc de 3%. Pour l'instant, ça va, ça passe. Mm, Attention quand même à l'inflation qui reste relativement élevée, attention également aux droits de douane. mm. Donc également, Trump a promis beaucoup de choses sur la scène internationale en termes de, je dirais, de pacification du monde. Si ce n'est pas le cas, donc c'est-à-dire il va y avoir des déceptions. Donc là, les marchés pourraient également en prendre ombrage. Donc pour ça, je pense qu'il faut rester prudent. Je Mm. pense une très légère positivité sur le S&P 500, mais évidemment, il y a beaucoup d'inquiétudes. Mm. Et d'un point de vue économique, bien sûr, mais je pense que la clé, ça sera encore comme l'année dernière, hein, la zone euro, hein. Je pense que la zone Mm. euro et la France, c'est là que le crack peut venir. C'est-à-dire que s'il y a une crise, une nouvelle dette, une nouvelle crise de la dette publique en France et dans la zone euro, ça peut vraiment déstabiliser les marchés, en particulier européens. Peut-être qu'il y aura un flight to quality sur les marchés américains, mais sur l'Europe, je pense que les marchés boursiers vont être extrêmement volatiles. Il faudra surveiller également les crypto-monnaies, avec là aussi certainement une Mm. grande volatilité. C'est vrai que Trump est pro-crypto a Oui. priori, mais sauf que faut quand même faire attention. Je dis souvent, c'est souvent les pacifistes qui font la guerre et les guerriers qui font la paix. C'est-à-dire qu'entre ce qu'il nous a dit et ce qu'il va faire, Mm. n'oublions pas que ce que veut Trump, c'est garder la suprématie du dollar sur la scène internationale. Donc, il ne va pas accepter qu'il y ait un concurrent. Quand bien même ce serait le Bitcoin, il n'acceptera pas Mm. ça. Donc, il faut Oui, oui, rester extrêmement prudent également, avec une forte volatilité. Mais il y aura beaucoup d'opportunités, je pense, en oui. 2025, puisque, Parce que, encore une fois, on a quand même des fondamentaux qui restent bons, notamment aux États-Unis. On doit surveiller également la Chine. Donc, c'est pourquoi une année vraiment riche en événements. qui- Espérons que ce sera quand même des bons événements. oui, oui, tout à fait. Mais qui dit volatilité dit opportunité aussi. Complètement, Voilà, complètement. donc, mais avec un risque à maîtriser. Bon, merci Marc. De toute Avec façon, plaisir. on recommentera et on analysera tout cela tout au long de l'année, une fois toutes les 2 semaines, comme l'année dernière, et on Avec reviendra évidemment plaisir.
sur ce qui s'est passé. Voilà. Donc, Donc, merci pour la fidélité et on va continuer comme ça et on sera là avec vous. Il y aura également les webinaires hein, une fois tout par à fait. trimestre voilà, pour vous aider à voir plus clair dans un monde effectivement particulièrement compliqué. Mais voilà, c'est la vie économique. Espérons juste que moi, ma crainte, encore une fois, c'est vraiment la France parce que je suis très inquiet quand je vois Ouais. comment la tournure des événements. Donc espérons qu'on va enfin prendre les bonnes mesures. Mais là, ça me paraît délicat. Mais bon, surveillons ça de près. On va surveiller ça de près. Merci à tous et à très À bientôt. bientôt.